Mesdames et messieurs, il est là. Tada! Tu, tu, tu. Je suis vraiment ultra contente de comment il rend. Je trouve qu'il me va super bien au teint. Et donc, c'est un tissu qui est issu de la dernière collection Stragier 1. C'est un tissu coton soyeux avec une très belle impression. Donc, des motifs orange et rose sous fond un peu violet comme ça. Je trouve c'est hyper sympa et vraiment, ils ont pensé à moi en faisant cette collection. Donc, on va pouvoir se lancer dans la confection de notre blouse. La blouse qu'on avait patronnée dans la vidéo précédente. Donc, si j'arrive, je vous la mettrai dans le petit i. Et donc la première étape normalement ça va être de laver votre tissu. Je n'ai pas pu le faire cette fois parce qu'il faut vraiment que je me dépêche de la coudre. Et donc j'ai fait ce qu'on appelle décatir son tissu qui en fait on décatit son tissu en le repassant plusieurs fois à la suite. Donc là je l'ai repassé je crois 5 fois bien comme il faut avec de la chaleur et surtout beaucoup de vapeur. Ça va permettre en fait d'enlever les restes d'après qui pourraient être sur le tissu et surtout si le tissu a besoin de rétrécir, et ben il rétrécira à ce moment-là. Sinon, attention, vous avez beaucoup trop de risques en lavant votre blouse pour la première fois, ben, elle rétrécisse et après vous pouvez plus dedans, ce qui serait vraiment super dommage. Et donc la première étape officielle maintenant, ça va être de plier notre tissu en deux et d'aller couper les parties. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller me poser à la cuisine, installer, m'étaler partout. Je vais précouper mes pièces et ensuite je viendrai ici pour vous montrer comment on fait ça et que vous ayez un petit peu un aperçu de à quoi ça ressemble quand on coupe vraiment ces pièces, comment elles sont épinglées, etc. En route! Donc là j'ai fait ma pose sur tissu et on commence normalement toujours avec les plus grosses pièces au fond. Mais là à cause de ma patte de boutonnage j'ai dû inverser. Donc on a ici la partie du dos avec là l'espace pour le poignet. Ensuite j'ai placé mon devant ici. Puis on a la place ici en pliure pour mettre la plaque du dos 2 fois. Et le col 2 fois également. Et ensuite on termine avec la manche qu'on a besoin de couper 2 fois. Je la place de ce côté pour comme ça avoir plus d'espace du côté de la pliure et ça me fait des chutes qui sont en fait plus grandes. Donc on a ici différentes pièces avec nous que j'ai précoupées et on a les pièces qu'on va devoir entoiler totalement. Donc pour ça on a le pied de colle. On a... où est mon patron? Ah, il est là. On a la plaque du dos qu'on a coupé 2 fois. Et on a le poignet également qu'on va entoiler en entier. Pour l'entoilage, on a encore la partie du devant avec la patte de boutonnage qu'on va bien devoir fixer. Et on a ces 2 autres parties qui sont le dos et la manche. Et là, on a uniquement besoin de les découper et de les marquer. Donc, on commence avec couper l'entoilage et entoiler les pièces au complet. Pour mon entoilage, je vais employer la Visline ou Fließline en allemand H180. Donc c'est un entoilage qui est très léger, qui fait partie des plus légers, qui est légèrement élastique. Et ça va très bien en fait pour des blouses comme ça qui sont assez légères, qui ont quand même besoin d'un peu de tenue puisqu'elles sont quand même en coton. Donc là on a quelque chose d'assez sympa. Et donc là je commence à précouper en fait mes pièces d'entoilage que j'aurai besoin. Et une fois que là j'ai à peu près ce dont j'ai besoin, je vais venir sélectionner aussi la partie de tissu où je vais venir coller ça. Et une fois que c'est collé en fait, je vais venir reposer mon patron et redécouper. J'avais le risque de, comme j'avais pas repassé mon tissu en fait, qui rétrécisse quand j'applique beaucoup de chaleur. Et je voulais être vraiment sûre d'avoir une blouse qui était ultra bien faite, ultra précise. Et du coup, j'ai préféré vraiment faire les choses selon les règles de l'art, on va dire. Et donc, une fois que j'avais entoilé, là, je suis venue recouper hyper précisément mon patron. Je viens marquer tous les détails, encore comme les contre-marques ici par exemple. Et également les pinces, puisque avec ce papier, ça va transférer mes lignes sur mon tissu. Et ça me permettra d'avoir un guide sans trop me prendre la tête pour coudre mes pinces.
Et voilà, maintenant que la partie chiante est terminée, on pourra se lancer avec la couture. Parce que oui, la partie chiante, c'est tout ce que je déteste, c'est-à-dire couper le tissu, entoiler, marquer, etc., recouper. J'aime pas du tout faire ça et je trouve que ça prend toujours beaucoup trop de temps. Mais donc voilà, maintenant on peut passer à la couture. Je suis prête et installée, donc c'est parti! Donc là, je vais commencer par ce qui est, entre guillemets, préparation. Donc je vais préparer mes plis, repasser mes fermetures, comme ça, c'est tout ce que j'ai besoin de faire avant de vraiment employer ma machine à coudre, on va dire. Et donc on va commencer avec le milieu dos, avec la fixation du double pli creux inversé. Et oui, on en fait des bricoles. Donc là, on dirait que c'est un pli creux normal, mais je suis bien sur le dos de mon tissu. Et je sais pas, je voulais changer, ça donnait un petit effet sympathique. Donc je les fixe bien avec plusieurs épingles pour être sûr que la direction du pli soit aussi hyper correcte. Là, on voit les manches. Et je vais aussi bien entendu venir fermer mes pinces pour les préparer à la couture. J'aime toujours faire ça à l'avance, comme ça m'évite de devoir galérer quand je suis sur la machine. Et surtout mes pinces, je les ai tracées là, donc autant les coudre là aussi. J'ai repassé ici mes pattes de boutonnage. Donc on a celle qui ira dessous, la simple, qui est simplement une bande de 3 qui est 2 fois repliée. 1, 2, voilà. Et on a la deuxième bande ici qui est celle qui est invisible. Et donc là, on a le repli dedans avec les valeurs de couture qu'on vient ensuite ouvrir comme ça. Puis on viendra surpiquer ici pour ensuite venir repasser, paf, dans ce sens. Ça nous donnera la jolie patte invisible. Regardez, il y a le ciel qui a décidé de s'assortir à mon tissu. C'est trop beau. Maintenant que j'ai tout bien repassé et fermé mes pinces également, on va pouvoir venir assembler la première plaque aux épaules. Donc on a ici notre fermeture qui va venir comme ça. Et ensuite on a la plaque du dos qui vient se coudre aux épaules. Donc on va pouvoir venir assembler comme ceci. Et ensuite on a la deuxième plaque qui fait en fait, qui termine l'intérieur. Et là on va également venir la mettre comme ceci. Donc on va coudre le tout en sandwich. Et ensuite, ça va pouvoir s'ouvrir comme ça et on peut y assembler le dos. Et on va employer pour ça la technique du burrito. Comme ça, on a 2 coutures qui sont ultra nickel, toutes propres. Et on n'a pas besoin de venir assembler quoi que ce soit à la main. It was at this moment that he knew. He fucked up. Et oui, le moment exact où je réalise que j'ai entoilé mes 2 plaques. Du coup, je vais demander à une amie pour savoir si c'est ok d'avoir les 2 plaques qui sont entoilées ou bien pas. J'ai vraiment fait ça par réflexe et je sais pas d'où ça m'est sorti. Je vais lui demander et comme il est tard, c'est fini pour aujourd'hui et je reprendrai la vidéo d'ici quelques jours. On se retrouve un jour après, j'ai recoupé une de mes pièces en tissu uniquement. J'ai discuté avec mon ami justement et c'est vrai que ça rendrait le tout un petit peu trop épais d'avoir les 2 couches d'entoilage. J'aurais même pas été obligée d'entoiler une seule des 2 plaques, mais comme ça apporte quand même un peu de rigidité parce que j'aimerais quand même avoir ce rendu sur ma chemise. Donc on peut reprendre où on en était hier. Et on est donc de retour avec notre burrito et là je commence à épingler la première couche des épaules. Je rajoute encore la deuxième plaque directement parce que quitte à faire une technique pour se faciliter la vie, autant le faire jusqu'au bout. Et je viens forcément coudre cette première étape de mon burrito. Hop, et nous avons donc assemblé la plaque de l'épaule avec les parties devant du vêtement. Donc on a notre première plaque, la plaque extérieure qui est entoilée. Et on a la plaque intérieure qui est elle simplement en tissu. J'ai cousu ça en sandwich, j'ai bien replacé à plat. Et on va pouvoir prendre notre partie dos pour pouvoir venir la fixer en burrito à la plaque.
Je commence donc par assembler à la partie dos, puisqu'après je mettrai la partie devant en burrito. C'est elle qui fera, entre guillemets, la couture finale, donc c'est toujours mieux comme ça. Et donc ici, on va faire très attention à mettre ça dans le bon sens. Donc reprenez si jamais vous avez besoin votre ouvrage dans le bon sens. Donc ici, ça viendra bon côté sur bon côté, et ça veut dire que ça viendra cousu mauvais côté contre bon côté, comme ceci, puisqu'après là on assemble, on tire et on a ça qui vient dessus. Donc n'hésitez pas à faire cette gymnastique si besoin pour éviter de vous tromper. Là je suis ok, je peux donc épingler le tout. Et ce que je vais faire, c'est aller faire une première piqûre pour tenir le tout, et ensuite on fera la deuxième piqûre en burrito qui prendra tout ensemble. Pour la technique du burrito ou du sandwich, je crois qu'il y a un nom officiel mais je ne me rappelle plus. Donc en fait on aimerait venir coudre cette plaque comme ça. Et on veut pas coudre ça à la main, c'est un petit peu embêtant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir nous installer comme ceci. On met notre couture qu'on vient de faire à plat et ensuite on va commencer à préparer notre tissu. Donc on va rouler jusqu'à ce qu'on ait une première couche de tissu rangée. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on range et on roule notre tissu. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc vous roulez bien à plat pour éviter d'avoir des trop grosses épaisseurs et ne plus vous en sortir. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux fermer mon burrito. Je peux fermer tout simplement mon burrito et comme ça, je vais venir prendre et coudre ça en sandwich et ensuite, je pourrai le retirer dehors et avoir une très belle couture toute finie sans avoir eu besoin de faire quelques points à la main. Et donc si on observe maintenant, j'ai du côté du dos mes deux coutures parallèles, donc la première couture de soutien qui est fait pas très droite, on s'en fiche, et la deuxième couture qui elle tient le tout et sera la couture visible, donc c'est une belle couture droite qu'on veut, et de l'autre côté on a donc bien une seule couture visible. Et maintenant le jeu c'est de retourner tout ça, et comment on fait? Eh ben on choisit tout simplement un bord, et on va venir eh bien extraire en fait toute notre blouse par ce trou, donc vous tirez petit à petit. Ne tirez pas comme des sauvages non plus. S'il y a quelque chose qui bloque, inquiétez-vous quand même 2 secondes. Hop, petit à petit, on tire, voilà. Et si on a bien fait notre travail, on se retrouve exactement avec quelque chose comme ceci. Je peux enlever mes 2 épingles de fixation. Nous avons donc notre dos qui est pris en sandwich avec la plaque. On a nos 2 devants qui sont là et si on retourne, on a également notre jolie plaque qui est fixée partout correctement. Et maintenant on a déjà repassé les coutures du devant. Il nous reste donc à repasser les coutures qui sont vers le dos. Et ensuite, si on le souhaite, on peut les surpiquer. Je pense que je vais le faire parce que même si j'aime beaucoup l'aspect sans surpiqûre qu'on retrouve ici, quand on la lave, finalement ça bouge assez vite et j'ai pas envie de passer 1000 ans à repasser à chaque fois. Donc là, je vais prendre la peine de bien surpiquer mes coutures. On peut préparer les fentes indéchirables de nos manches. Donc j'ai déjà découpé dans la découpe qui est prévue à cet effet. J'ai préparé mes biais et on va pouvoir maintenant venir les piquer une première fois en faisant bien attention de ne pas faire de plis là en haut. Ensuite on peut commencer à venir fixer notre biais depuis le bon côté en fait. Et vous allez soit le faufiler. Et si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, je vous conseille grandement de faufiler. Moi là je vais le faire avec des aiguilles. Vous vérifiez que vous piquez bien dessous un peu plus loin. Comme ça vous êtes garanti d'avoir le tout qui est tenu. Une fois que vous avez surpiqué, vous pouvez repasser le tout à plat bien entendu. Et la partie longue, vous allez en fait retrousser le biais en dessous,
comme ceci. Et ça vous fait comme une petite fermeture au final. Et la partie ici, en fait, elle nous forme un coin à l'intérieur. Et ce coin, on va tout simplement pouvoir aller le surpiquer à la machine. Ça permet de faire une fixation supplémentaire, un renfort, ce qui va empêcher en cas de problème que si on tire très fort sur la fente, ça se déchire. Donc maintenant que ceci est fait, eh bien on va pouvoir commencer à assembler les côtés du vêtement plus le côté de la manche. Donc on va fermer ça avec des coutures anglaises. Les coutures anglaises, en fait, c'est des coutures où on va venir faire 2 coutures pour enfermer la première dans la deuxième, ce qui permet d'avoir un rendu très fin, très élégant. C'est souvent quelque chose qu'on emploie dans la lingerie en fait. Et donc ici dans une blouse avec un tissu un peu précieux comme ça, très joli, ça s'adapte très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre tissu envers contre envers pour la première couture à environ 6 mm et ensuite on va le refermer dessus et faire une deuxième couture à environ 7 mm, ce qui nous fait arriver à la fin à nos 1,5 de valeur de couture. Je vous montre ça. Donc on a ici notre blouse, vous reconnaissez ici le devant, et ce qu'on va faire, c'est que ici on est bien mauvais côté contre mauvais côté, donc c'est parfait. On va pouvoir commencer simplement comme une couture normale à épingler. Maintenant qu'on a cousu notre première couture, on va pouvoir venir recouper à 5-4 mm pour enlever tous les petits poilus qu'on n'aimerait pas avoir coincés dans la couture ensuite. Ensuite, on repasse nos coutures ouvertes, puis fermées. Et ensuite, on peut venir faire une surpiqûre à 6 mm. Et on obtient une super couture anglaise. On va pas se mentir, je suis un peu émue. Mes coutures anglaises sont magnifiques. Et ça prend forme, regardez. Attendez, c'est où le devant? C'est là. Donc c'est cette manche. Regardez. C'est magnifique. Ça veut maintenant dire qu'on peut s'occuper des poignets de la manche. Et donc avec ça, on va pouvoir venir fermer les côtés. Puis on viendra assembler ça à la manche. Donc là j'ai mes poignets qui sont prêts, je vais venir les assembler à la manche en n'oubliant pas de bien garder la petite partie avec le biais ici replié, puisque quand on va venir fermer ça se croisera comme ceci. On retrouve notre poignet qui est cousu à la manche et maintenant on va venir en fait préparer le poignet pour la surpiqûre. Donc on va le positionner correctement et on va simplement replier les valeurs de couture vers l'intérieur, repasser le tout pour que ça tienne et ensuite on vient faire une surpiqûre pour fermer le poignet sur tout le tour. Et voilà le résultat, on a un beau poignet avec une surpiqûre précise à l'intérieur. On ne s'est pas pris la tête pendant 6 ans à faire des petits points à la main. Plutôt contente. Je viens d'aller essayer ma manche, je suis trop contente, c'est trop joli. Voilà, voilà. Je me réjouis de l'avoir complètement fini et porté. Voilà, donc maintenant on a 2 choix. On a notre corsage qui est terminé en tant que corsage, on va dire. On a nos 2 manches qui sont aussi presque terminées à part les boutons. Donc soit maintenant on peut venir assembler les manches sur notre corsage, ou alors il manque encore le col qu'on peut venir assembler sur le corsage. Le plus malin ici, ça serait de commencer par faire le col et l'assembler sur le corsage. Comme ça,
le col, eh ben, il va pas prendre beaucoup plus de place que ça sur notre corsage. Par contre, quand on va rajouter les manches, eh bien, notre corsage, il va devenir encore plus lourd et plus volumineux. Et donc, quand on va manipuler le tout pour mettre le col, ben, ça fera beaucoup plus que si on fait notre col maintenant, on l'assemble et tout à la fin, on vient y assembler les manches. Donc, on va commencer par coudre notre col. Donc là, en fait, je prends mes 2 cols que j'ai marqués auparavant. Donc j'ai bien fait tout le tour, surtout au niveau des arrondis, pour être sûre d'avoir une ligne qui était nickel. Et là, je vais donc placer quelques épingles aussi pour maintenir le tout. Il n'y a pas besoin d'en mettre 500 000, mais dans les arrondis, c'est plutôt pas mal. On a cousu, j'avais laissé 1,5 de valeur parce que j'ai laissé partout pareil, mais je vais venir recouper à un petit centimètre. C'est important de dégarnir dans un col, surtout un col officier comme ça, donc un col où on a finalement que le pied de colle. Ça permet que les valeurs de couture en fait ne poussent pas dedans et ne créent pas des aspérités qu'on voudrait pas avoir. Dans les coins, je recoupe tout petit pour pas avoir de problème quand on retourne. Et maintenant, on va venir repasser pour préparer notre col à la surpiqûre. Et il ne reste plus qu'à assembler le col sur la chemise. Pour ce faire, on va assembler le milieu dos avec le milieu dos. On va assembler les contre-marques d'épaule aux contre-marques d'épaule, à la couture d'épaule, et on va assembler les devants. Et ensuite, on répartira notre tissu en fonction de comment tout se place. Franchement, je suis émue. Je crois que c'est le plus beau col que j'ai jamais cousu de ma vie. Je me suis vraiment super bien appliquée et la couture, elle est nickel. En plus qu'avec les épingles, donc c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir repasser tout le col vers le haut et on va aussi venir dégarnir légèrement à l'intérieur pour pouvoir ensuite venir installer le col comme on l'a fait pour les poignets. Donc on le replie et on remet les valeurs de couture à l'intérieur avec des épingles pour que ça soit prêt à surpiquer. Et comme ça, on est prêt à aller surpiquer notre col. Tada! Je suis super contente de comment ça donne, je vais aussi regarder avec les manches. Donc, il est déjà tard, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je me suis rendu compte que les épaules n'étaient pas super larges. Donc je pense que demain je vais faire un test aussi, je vais épingler la manche pour voir où ça tombe. Et au besoin, vu que j'ai 1,5 cm de valeur de couture, et ben je changerai ça en 1 cm, comme ça me donnera déjà un petit quelque chose. Mais je vous prendrai avec moi demain pour l'essayage, je vous montrerai tout ça. En attendant, bonne nuit. Tiens. Il semblerait que quelqu'un soit plus prêt que moi à commencer cette nouvelle journée pour notre blouse. Je vais devoir te déménager, je suis désolée. Me revoici donc pour une nouvelle journée et aujourd'hui on va commencer avec la pose des manches. Et pour ça nous aurons besoin d'un corsage et de manches. Je prends ensuite une de mes manches et je regarde où est le devant grâce à la contre-marque que j'ai fait. Je l'assemble du coup avec le bon côté, ici en l'occurrence la manche droite. Et je viens faire correspondre la couture de côté du corsage avec la couture de la manche. Je vais venir retourner le tout et je viens faire correspondre également mes contre-marques, donc qui correspondent à la plaque, à la contre-marque du devant et au-dessus de l'épaule. Donc celles-ci, je les épingle comme ça, verticales on va dire, et ensuite les épingles entre deux, je vais les mettre à l'horizontale, ce qui me permettra de mieux simuler où est-ce que la couture vient se placer. Une fois que j'ai fixé mes 4 points, je viens placer mes épingles en premier sur les 2 segments du bas, qui sont les plus faciles finalement, puisque ce sont celles qui sont plats. Et si j'ai 1,5 de valeur de couture, je fais bien attention de venir mettre mes coutures
à plat à 1,5. Ce qui se passe en dehors des 1,5, c'est pas grave. Ça peut gondoler, ça peut faire des choses bizarres, c'est égal. Nous, on veut qu'à l'endroit exact où on vient de coudre, là, ça soit parfait. Bon, je suis un petit peu embêtée parce que du coup j'ai épinglé ma manche pour voir qu'est-ce que ça donnait. Et comme je pensais et comme j'ai aussi vérifié sur mon patron, eh bien ma largeur d'épaule, donc cette distance-là, elle est de 11,5 cm et chez moi ça devrait être minimum 12 voire 13. Mais ça c'est moi qui ai bêtement pas contrôlé mon patron. Donc je pense en fait manger 0,5 des valeurs de couture pour pousser ma manche à la tête de manche ici 0,5 d'or, comme ça c'est au moins ça de gagner et voilà. Donc je vais réépingler, donc changer mon réépinglage, épingler les deux manches et ensuite on viendra coudre et je suis en train de me tâter. Je pense qu'on va terminer la manche avec un joli biais dedans, ça sera bien mieux que un vieil overlock visible. Ça serait dommage vu que j'ai déjà fait les jolies coutures anglaises à l'intérieur qui sont hyper bien faites, hyper bien précises. Je sais pas, je vais réfléchir. Ou alors, je me lance le défi de faire une couture anglaise dans 1 cm de valeur de couture. Donc ça veut dire que la première fois, je dois coudre à 4 mm et la deuxième fois à 6 mm et être extrêmement précise, sinon je vais bouffer de la place dans ma chemise. Est-ce qu'on se lancerait pas le défi de faire la couture anglaise? Allez, on fait la couture anglaise, je fais ça pour vous, hein. C'est pour vous que je fais ça. J'ai donc redessiné mes emmanchures, recoupées et maintenant j'ai tout épinglé à 5 mm et je vais aller coudre le tout le plus proche du bord possible, donc je pense à 4 mm pour que ça soit raisonnable. Donc après avoir fait ma couture, je suis venue repasser ma couture sur le bord et maintenant on va pouvoir suivre le trait bleu pour faire la deuxième couture. À savoir que j'ai repassé avant de recouper parce que regardez, si je pince ici pour simuler une couture, eh bien on voit qu'on aurait tous ces petits cheveux qui dépassent en fait. Et donc maintenant je vais couper, comme je coupe assez près du bord, pour enlever tous les petits fils qui pourraient dépasser et ensuite je vais faire ma couture pour avoir un truc super propre. Et du coup on obtient une super belle couture à l'intérieur, où plus rien ne dépasse et où tout est super fin et confortable. Et à l'extérieur, eh bien, on a une couture qui est en fait toute normale. Et maintenant, si vous avez encore des petits cheveux, comme j'ai là, je sais pas si vous voyez, eh ben vous pouvez les recouper en faisant très attention à ne pas couper votre tissu au passage. Et avec ça, on a terminé le haut. Il nous reste à mettre... j'ai prévu des pressions métalliques. Je vais voir si ça passe bien avec le look. Je trouve que ça rendrait peut-être la chose un petit peu plus moderne. Et regardez si du coup je pourrais pas mettre aussi les pressions sur les manches. Puisqu'au final ça va nous économiser aussi pas mal de temps, on va pas se mentir. Et il me reste à faire du coup l'ourlet. Sauf que j'ai fait une bêtise entre guillemets. J'ai pas réfléchi assez en avance au fait que j'aurais dû travailler ma patte de boutonnage ici pour la fermer en fait avant, pour pouvoir ensuite juste faire l'ourlet joliment. Donc je vais me poser, je vais réfléchir et ensuite je vous montre comment je vais terminer ça. Je pense que je vais devoir ouvrir ma couture un petit peu. Avec patience et détermination, j'ai rétro-ingénieuré comment on faisait ça. Donc, bon, le premier côté c'est assez simple, celui où il y a la patte de boutonnage classique. Vous redécousez un petit bout et ensuite vous repliez simplement comme ça. Vous pouvez coudre et ça va vous faire un joli angle. On pourrait aussi replier 2 fois, mais franchement c'est un peu épais donc ça serait dommage. Pour l'autre côté c'est un petit peu plus compliqué et là j'ai dû... retester dans plein de différentes directions. Donc en fait on a la première partie, la partie qui est donc à l'intérieur, qui est cousue avec la valeur de couture repliée. Donc ça c'est un côté. Et l'autre côté en fait, vous voyez ça fait une sorte de T. L'autre côté il va venir être cousu simplement plié comme ça. Donc c'est 2 coutures différentes qu'on va rejoindre au même point. Et ensuite on peut tout retourner pour avoir des jolis angles.
On va maintenant pouvoir s'occuper de notre ourlet et donc là j'ai bien 1,5 d'ourlet. J'aimerais essayer de faire une ligne à 0,4 mm et ensuite je vais la retourner ici, comme ça elle deviendra invisible et elle me servira en fait de guide pour repasser de manière ultra propre et ultra fine. Et ensuite je pourrai repasser 1 cm vers le haut. Donc je vais essayer de faire ça. J'ai donc ici mon super ourlet avec la toute petite surpiqûre qui maintient le tout. Ensuite on a replié à un petit centimètre. Et maintenant je vais pouvoir finir ma piqûre ici. Donc là j'ai laissé les fils avant pour pouvoir faire un nœud pour pouvoir repiquer une seule fois. Comme ça j'ai pas trop d'épaisseur, surtout du bon côté. Je vais descendre ici. Pareil de l'autre côté où j'ai ma patte invisible, je vais aussi refermer la surpiqûre. Et ensuite, ça bloquera ici et je pourrai commencer ma surpiqûre d'ourlet à partir de là. Donc ça fait que du bon côté, ça s'arrête à 3 cm. Mais je pense que c'est pas très grave. Ça se verra pas plus que ça et je trouve que le fini est plus joli comme ça. Tadam! Je suis joie. Donc il ne reste plus qu'à mettre les pressions, décider où est-ce que je vais les mettre. Je suis ultra contente de la longueur. Certaines personnes diront oui c'est un petit peu court, je m'en fiche. Moi j'adore comme ça parce que ça veut dire que je peux la mettre sur un jean sans que ça soit disproportionné au niveau de la silhouette. Et je peux aussi juste la coincer dedans si nécessaire. Et ça c'est super cool. Donc moi je fais toujours de la manière suivante. Je commence par définir mon premier bouton là-haut en fait pour voir au niveau de l'ouverture comment ça se passe, qu'est-ce que ça donne. Et là j'aimerais pas du tout qu'elle se ferme comme ça jusqu'en haut, je trouve que ça fait trop sévère. Donc je vais la laisser vivre sa vie en fait là et je vais commencer à mettre les pressions à partir d'ici. Donc je peux calculer à partir de là combien je peux en mettre. Et également j'ai décidé d'en mettre 2 par poignée. Maintenant que j'ai noté tous mes boutons, on va pouvoir employer et déballer l'outil de Seymour, comme on l'appelle. Alors, hop. Donc c'est les kits pour appliquer les pressions. Et on va devoir commencer par faire les trous. Je regarde quand même toujours la notice parce que bon, hein. Je suis donc équipée avec un super marteau et donc je peux maintenant employer ça pour faire les trous déjà dans le vêtement. Et avec ça, nous avons terminé notre chemise. Franchement, je suis ultra contente du résultat. Je trouve que je l'ai vraiment bien cousu, c'est de la grande qualité. Je pense que c'est une des meilleures blouses que j'ai cousues niveau patron, modèle, tissu, etc., etc. Donc vraiment, je suis ultra contente de moi. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je suis assez contente de me remettre un petit peu dans un rythme YouTube. J'espère que vous aussi ça vous fait plaisir et que vous pouvez apprendre quelque chose. Je remercie encore Stragier de m'avoir envoyé ce magnifique tissu pour la sortie de leur collection 1. Je vous mettrai tous les liens dans la description bien entendu. Et je remercie aussi la Coupe d'Or de me faire confiance à chaque fois pour leur live, etc. et de m'envoyer toujours leur supplément. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!